Ah, mais il y a quelque chose de magique à se dire que dans la cassette, quand vous la mettez dans l'appareil, de se dire, il a enregistré des gens dans les années 80, la parole des gens est rentrée dans la cassette, il l'a rangée dans la boîte, et qu'entre-temps, personne n'est venu ressortir la cassette. Donc là, on va ressusciter quelque chose. Perchissime, le magazine audio du Perche. Voici l'histoire d'un homme viscéralement attaché au Perche, qui, enfant, tomba fou amoureux de musique traditionnelle, apprit à jouer différents instruments pour la plupart en autodidacte, et se lança dans une vaste opération de collectage de musique du Perche. Par un froid matin ensoleillé, à l'aube du printemps, Julien Riolet m'a raconté son histoire avec le Perche Goué. Puis il a bien voulu interpréter devant moi une chanson traditionnelle, et après ça, j'ai eu l'impression d'avoir une toute autre personne à mon micro. Je suis Amélie Dague, et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Moi, mon père est natif de la Bosoche, comme son père, et son père lui-même encore, il tenait déjà un commerce, donc nous c'est de famille, moi du côté de mon père. Et on a toujours eu une attache parce que déjà on n'est jamais vraiment parti, parce que même si mes parents sont montés à Paris, comme on disait, pour le boulot, vu qu'on est, on va dire, les provinces proches, ça permettait de faire l'aller-retour et de jamais quitter vraiment l'endroit. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cette un peu double culture entre la région parisienne et le Perche, mais je me suis toujours plus identifié au Perche. Voilà. Je pense que assez tôt, avec mes parents, mon père a beaucoup d'amis agriculteurs, j'ai eu la chance d'aller de bonne heure dans la campagne, rencontrer vraiment les gens et de me rendre compte que dans le Perche on parle pas la même langue qu'à Paris, on fait pas les mêmes choses, les gens, la culture c'est pas la même, et moi je me suis toujours plus identifié à celle du Perche que celle de la région parisienne, donc pour ça je garde une attache très forte au Perche. Donc vous avez grandi en région parisienne. C'est ça, oui, à Montreuil, oui. Où vous travaillez aujourd'hui et vous revenez dès que vous pouvez ici. C'est ça, oui, dès que je peux, voilà, les fins de semaine, les vacances. Qu'est-ce que vous aimez ici? C'est déjà l'endroit, parce que c'est un bel endroit ici, c'est vallonné, il y a des endroits un peu plus plats que d'autres. C'est les gens aussi. Ouais. C'est surtout les gens, moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le Perche, c'est le parler qu'on a, moi tout petit c'est quelque chose qui m'a marqué, par exemple, c'est d'entendre des expressions de phrases, de mots, des accents, je me dis mais c'est pas seulement un patois, c'est une langue, c'est quelque chose, et puis c'est tout un mode de vie, parce que ici c'est festif en soi. Regardez les animations, il y a des choses partout, il y a quelque chose de festif, de joyeux dans le Perche. Vous pouvez me citer une expression que vous aimez bien, qui est vraiment d'ici? Par exemple, on dit quand Sabernachi va schnenarnaper. Oula, je la connais pas celle-là. Alors dites-moi. Poïté, petit gars, Sabernachi va schnenarnaper. Habille-toi, petit gars, le ciel s'assombrit, il va pleuvoir. Un gros lièvre comme il fait dans la haie. Un gros lièvre qui a coulé dans la haie, qui a passé à travers, ça. Ou quand tu vois un corbeau, il y a une quoi. Souvent, ça m'est arrivé quand j'étais petit, ça dans les rédactions, où ils nous demandaient quelque chose, puis des fois, il y avait 2-3 mots comme ça, que disait mon père. Pour moi, c'était des mots, vraiment, plus dire une quoi, des calopios, des noms d'animaux comme ça, des noms de choses, quoi. Et à Montreuil, on comprenait pas. Et du coup, c'était entouré en rouge avec un point d'interrogation. Voilà. Et vous deviez expliquer à la maîtresse. Oui, voilà. C'est festif, vous disiez. Ça se manifeste comment? Comment vous le vivez, vous? Qu'est-ce que vous aimez bien faire comme moi, activité? quelque chose qui m'a... moi, mon grand-père, sur la fin de sa carrière, mon grand-père réparait une machine à coudre à la Bosoche. Et sur la fin de sa carrière, il s'est mis à faire de la brocante. Donc il allait dans les fermes, il chinait les vieux meubles, que sa grande passion c'était les meubles anciens, il retapait tout ça, c'était un grand passionné de choses comme ça. Et donc nous de famille, on a gardé cette habitude d'aller dans les brocantes, quoi. Donc tout le temps d'aller chiner droite à gauche les vieilleries dans les vides-greniers comme ça. Et donc moi c'est quelque chose aussi qui me fascinait de voir ces vieux outils, des vieux outils de la campagne, des vieilles choses.
Mais encore aujourd'hui, moi, ce que je chine, c'est plus des fois on retrouve des carnets de chansons, ou des photos de mariage avec, des fois, il y a des musiciens encore dessus, des vieilles choses comme ça. Puis des fois, c'est intéressant parce qu'on a en face la personne qui connaissait les gens dessus. Alors ça, c'est l'idéal, ouais, ça. Il dit, ah bah oui, ça c'était à tel endroit, le monsieur, là, je le connais. D'accord. Voilà. Après aussi, donc, ouais, beaucoup les brocantes, et puis les fêtes en tout genre. Par exemple, nous, à la Bosoche, on a la Saint-Gourgon. Ouais. Voilà, il y a la Saint-Martin, la foire aux chevaux. Puis, partout alentour, les brocantes, c'est pas seulement une brocante, il y a tout, il y a le marchand de boudin qui fait du boudin devant tout le monde, il y a des fois il y a la clique d'un tel ou d'un tel qui joue, c'est vraiment une ambiance festive de campagne que je trouve qu'on retrouve pas du tout en région parisienne. Ouais. C'est vrai qu'ici il y a par exemple il y a les comices agricoles, les choses comme ça, il y a des choses que je trouve festives et abordable pour le grand public qu'on ne trouve pas forcément partout en région parisienne. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers, des endroits de balade ou des endroits que vous aimez bien, que vous ratez pas quand vous revenez ici, par exemple? Partout il y a des coins sympas, hein, mais non, on aime bien. Nous, on est juste à côté du Loir-et-Cher. Ouais. Donc, on est à 2 pas. Donc, quand on descend, on aime bien aller par Valène, par là, parce que c'est vallonné, vers Montdoubleau aussi, ou même dans la Sarthe, du côté de Montmirail, par là. Ça. Ouais, vous êtes tout près de la Sarthe aussi. Ah oui. Ouais. De toute façon, le Perchegouët, c'est vraiment l'extrême sud, et puis qui s'étend un peu vers l'ouest. Donc, on mord sur le Loir-et-Cher et sur la Sarthe, et nous, la Bazoche-Gouët, on est en plein milieu de tout ça. D'accord. Donc, on est vite rapidement chez le voisin, quoi. Alors des fois c'est vrai que c'est pas évident pour s'informer parce qu'on est obligé de descendre par exemple à Montdoubleau pour voir le journal Le Petit Vendômois pour voir ce qui se passe par là, obligé d'aller à la Sarthe pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Mais sinon oui, il y a des beaux endroits un peu à droite à gauche. Après souvent le plaisir c'est de prendre le vélo, de pas savoir où on va et puis se laisser guider comme ça. D'accord. Voilà. Bon des fois c'est fatigant s'il y a des côtes. Ouais. Même souvent. Voilà, il y a des beaux endroits, par Grès-sur-Roc, tout ça, par Saint-Sulfas, dans ces endroits-là aussi. D'accord. Le Perchegouët, il y a une vraie identité, vous trouvez? Il y a quelque chose qui est différent, qui le rend différent du reste du Perche? Je pense, enfin, je sais pas, parce que moi, tout petit, mon père me disait, ici, c'est le Perchegouët. Ouais. Et quand on entend les gens... la Bazoche, les anciens, quand on leur parle, par exemple, de ce qui se passe de nos gens le retrouvent ou d'au-delà, ils disent, ah oui, là-bas, dans le Perche. Ah. Alors, je sais pas, après, comment... Quelque part, je comprends qu'il y a le Perchegouët et le Perche-Pagouët, en fait. Oui, voilà, pour les gens d'ici, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de nos gens. C'est ça, d'accord. Parce qu'en même temps, ça fait déjà plus de 30 kilomètres après, donc oui, c'est plus la proximité. Ouais. Et pourtant, les paysages se ressemblent un peu, je vais peut-être dire une hérésie, mais... Oui, par endroit. Après, ce qui est intéressant avec le Perchegouët, c'est que c'est on va dire une zone de transition entre le Maine et la Beauce. C'est-à-dire que vous allez à son extrême ouest, par Melleray, Montmirail, vous avez des grandes collines comme ça, et plus vous allez vers Brou, vous vous rapprochez du Loir, plus vous voyez qu'on est sur de la plaine, on est sur des choses comme ça. Donc bon, c'est une zone de transition. Est-ce que vous qui faites beaucoup d'allers-retours, donc qui changez vraiment d'environnement, Montreuil, pour ceux qui connaissent, ça ne ressemble pas à ici. Est-ce que quand vous arrivez ici, il y a quelque chose qui vous fait dire, je suis à la maison? Moi, c'est symbolique, c'est quand j'ai passé Illier. C'est vrai? Voilà, je passe le Loir, je dis, ça y est, on est dans le Perchegouët. Bon, et puis après, c'est surtout quand on passe Beau, on arrive au niveau d'un verre, par là, on dit, on voit que c'est vert, quoi, on voit les arbres, on voit tout ça, on dit, c'est bon, on est là, quoi. Quand vous pensez à cet endroit, est-ce qu'il y a une image particulière qui vous vient? C'est le jardin. C'est le jardin, puis la rivière. Oui, tout ça. Okay. Voilà, c'est le jardin. Très bien. Est-ce qu'il y a un son ou un bruit particulier caractéristique d'ici? Oh, il y en a plusieurs. Bon, déjà, on a la rivière, ouais. Il y a l'Angélus le matin, les sons. Là. Nous, on n'est pas spécialement croyants, mais c'est les sons qui nous ont bercés, quoi. Depuis tout petit, on sait à telle heure ça sonne,
ça fait partie. Quand on l'entend pas, il manque quelque chose. D'accord. Ils sont là, puis les oiseaux, les bruits des tracteurs, le bruit des machines, des fois. C'est ça fait partie de l'environnement. Quoi. Ok. Une odeur particulière. Moi, c'est l'été quand c'est les foins. Ah, il y a une odeur, vous sentez, c'est la batterie, c'est une odeur quand des fois ça m'est arrivé par exemple de pas pouvoir venir tout un été, ça me manque. Un goût? Oh, bah ça serait, on mange bien ici, hein. On casse bien la croûte, hein. Ouais. On parlait de boudin tout à l'heure, c'est ça? Il y a le boudin, en ce moment, il y a la foire au boudin, Mortagne, je crois, voilà. Ouais. Sinon, après, oui, bah, le goût du site, le goût des bonnes choses de par ici, hein. Tous les légumes, les fruits du jardin, le goût du site. Ouais. On revient toujours à la pomme, quand même. Ouais, voilà. D'une façon ou d'une autre, hein. Et plus dur, un toucher particulier. Bah, par exemple, quand vous faites, je sais pas, quand fois vous nettoyez le feu, vous mettez de la cendre un peu partout, puis vous avez de la cendre dans les mains, puis après vous passez les mains dans l'eau et vous avez l'impression que ça fait comme si vous avez enlevé du savon. Ouais. Okay. Je sais pas, moi c'est quelque chose, ça, il y a qu'ici que j'ai ça. Et je crois comprendre qu'il y a de la musique dans votre vie. Oui. Est-ce que vous voulez me raconter un petit peu? Bah, quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'aller souvent en Bretagne aussi avec mes parents. Ouais. Et quand j'étais petit, un coup, j'ai vu passer ça avait une procession à Pâques. C'était à Cancale, la région de Saint-Malo, par là. Et j'ai vu passer un bagad, ça, c'est une troupe de cornemuses et de bombardes. Je devais avoir 8-9 ans et ça m'a marqué. Et je voulais faire ça. Waouh. Je sais pas pourquoi, bon, ça m'a marqué. Et puis ça m'est resté dans la tête, mais bon, j'en parlais à mon père, bon, je trouvais pas ça très sérieux, enfin, des envies de gamin, quoi. Et puis, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans ces musiques-là qui me plaisait. Et puis, pareil là, dans la voiture, devant le père dans la BX, il me mettait une cassette, c'était Renaud chante le Nord. Pareil, des chansons populaires comme ça. Et pareil, ça me plaisait. Et je voulais faire un instrument de musique, de toute façon. Et puis, mais qui conciliait un peu tout ça. Et un jour, il y a une grande fête à Paris d'associations bretonnes, tout ça. Et j'ai pu trouver une association où j'ai pu apprendre à jouer de la bombarde. Alors, qu'est-ce que c'est la bombarde? La bombarde, oui, c'est un hautbois. C'est un petit hautbois qui très simple, avec seulement une seule clé. En même temps, il y en a des plus complexes, mais un petit hautbois avec une ange qui fonctionne, une ange double, et qui a une puissance terrible. Et c'est un instrument qui joue traditionnellement accompagné d'un autre instrument qui s'appelle le binioucose, donc qui est une toute petite cornemuse. Et en fait, les deux instruments sont accordés pour pouvoir jouer ensemble à l'unisson, mais un avec une octave plus haute que l'autre. C'est-à-dire que quand les deux jouent ensemble, ça a une puissance incroyable. C'est vraiment pour faire danser les gens sur l'extérieur. C'est des instruments d'extérieur et vraiment des instruments de fête, quoi. D'accord. Donc j'ai pu trouver une association où j'ai appris à jouer avec un ancien. Bon, il nous a dit viens avec une flûte en ré et puis on va t'apprendre. Et puis je suis venu, puis en regardant les doigts comme ça, j'ai à l'oreille, on a appris les morceaux. Puis un jour il m'a prêté une bombarde. Et puis quand j'ai pu avoir des sous, je m'en suis acheté une. Et puis c'est comme ça que j'ai démarré à jouer de la musique. Ça me plaisait bien. Et puis comme j'allais souvent toujours un peu en Bretagne côté de Cancale, Saint-Malo, par là. Il y a bon aussi, c'est très festif. Mm-hmm. C'est un lien qu'on peut faire avec le Perche. Plus on va vers l'ouest, plus c'est agité. Et on allait souvent, donc il y avait des fêtes. Il y a des belles fêtes par là, notamment à Saint-Sulliac, c'est un magnifique petit pays sur le bord de la Rance. Et tous les ans il y avait une grande fête comme ça. Alors vraiment la fête Astérix le Gaulois, donc les grandes tables partout, les jambons qui cuisent, les machins, et dans tous les coins il y a des joueurs de musique. Et quand vous rentriez sur la fête, à chaque bout il y avait une grosse pipe de cidre qui vous attendait et un gars qui payait un coup de cidre à tout le monde. Accueillant, vous voyez. Et on est arrivé là avec mes parents, et puis moi j'avais la bombarde dans le sac parce qu'il disait fallait prendre des instruments parce qu'il y avait moyen de jouer. Et puis on rencontre un gars qui s'appelle Éric Sirouette. Et Éric Sirouette, il jouait de l'accordéon avec sa femme Michel, il jouait des castagniers, des cuillères.
Et on avait sympathisé. Et ce gars-là, en fait, il connaissait tous les joueurs de musique du coin. Et notamment des gens qui ont fait du collectage dans la région. Des gens comme Pierrick Cordonnier, comme Jean-Luc Revaux, comme Michel Colleux, des gens comme ça. Et donc très tôt, j'ai pu rencontrer ces gens-là et discuter avec eux. Et bon, ils parlaient beaucoup de la musique locale, donc vraiment une musique qui était à échelle humaine, puisqu'ils connaissaient les gens qu'il a joué sur un périmètre assez restreint, quoi. C'était des gens qui étaient dans la trentaine, dans moins de 100 km alentour. C'était vraiment une musique locale. Et bon, puis ça va, je me disais, mais bon, eux, ils font ça. Par chez nous, dans le Perche, je dois bien avoir quelque chose de similaire. Et c'est comme ça que je me suis intéressé. J'ai commencé à m'intéresser donc à ce qu'il y avait dans le Perche. Mais pour ça, il a fallu changer d'instrument, parce que dans le Perche, on joue pas de bombarde ni de cornemuse. Et donc, je me suis mis à jouer du violon. Voilà, donc un coup, un ami à mon père, pareil, qui faisait beaucoup les brocantes à Paris, il m'avait offert un violon pour un anniversaire. Mais en fait, c'était un violon pour enfants, un tout petit violon. Mais bon, on avait essayé de faire les mains là-dessus. Puis un jour, pareil, j'ai chopé un violon à pas cher sur le bon coin, et puis j'ai démarré à jouer comme ça. Donc j'ai appris, par contre, le violon, je me suis débrouillé tout seul, parce que, et puis j'avais la chance quand même à Paris d'aller dans les sessions irlandaises ou les sessions de musique québécoise, tout ça, et puis de voir des joueurs de violon populaires comme ça en face, ça permettait d'essayer de copier. Et donc je me suis intéressé à la musique traditionnelle dans le Perche, de bonne heure. Et puis je cherchais, parce que le problème c'est que la musique bretonne, vous en cherchez, vous mettez sur internet musique bretonne, vous en trouvez. Musique auvergnate aussi, par contre musique du Perche, vous avez du mal. Pas encore en tout cas. Ouais, voilà, il y a pas grand chose. Et donc c'est pour ça qu'aussi assez tôt j'ai pu, dans cette période-là, comme j'avais pas de source, j'avais pas grand chose, j'ai été voir les anciens ici. Je me suis dit faut essayer de trouver des gens. Et j'ai pu trouver notamment une dame à la Bosoche qui connaissait des vieilles chansons, quelques vieilles chansons comme ça, donc je vais encore la voir des fois, et puis j'enregistre. Donc c'était ma première source de musique locale. Puis un jour, alors une autre fête, pareil, toujours. Alors là, c'est à mi-chemin entre la Bretagne et la Normandie. C'est au pied du Mont-Saint-Michel, la commune par Pontorson, par là. Il y a une fête où toujours se rassemblent les passionnés de musique normande et bretonne. Là, les gens dont je parlais un peu tout à l'heure avec Eric Sirouet, tout ça. Et je leur parlais, je leur dis, mais vous, là, depuis longtemps, vous connaissez pas quelqu'un qui a fait du collectage dans le Perche? Ils me disent, si, il y a Laurent Jarry. Alors sur le coup, ça a été une éclair dans les yeux, parce qu'en fait, ce gars-là, il répare les accordéons à Montreuil. En plus. Donc en fait, je vais aussi loin pour voir un gars qui habite à côté. Il y a toute une communauté percheronne à Montreuil. Il est de Parma-Mercé. Et un coup, j'allais le voir, comme ça, j'en avais parlé. Alors sur le coup, il me dit, oui, j'ai déposé mes collectages à Alençon, si tu veux, t'as que d'aller les voir là-bas. Bon, puis à force, parce qu'il faut aussi la musique québécoise. Et d'ailleurs, il a lancé cette initiative de faire des sessions québécoises à Paris. Bon, puis j'y allais, donc on se voyait tous les mois, et puis à force d'en discuter, il m'a dit, en fait, j'ai mes cassettes originales à la maison, si tu veux, je te les prête. Alors là, c'était le sacre. Ah oui. L'intronisation. Le saint des saints, la relique. Ouais, mais oui. Ah, mais il y a quelque chose de magique à se dire que dans la cassette, quand vous la mettez dans l'appareil, de se dire, il a enregistré des gens dans les années 80, la parole des gens est rentrée dans la cassette, et l'a rangée dans la boîte, et qu'entre-temps, personne n'est venu ressortir la cassette. Ouais. Donc là, on va ressusciter quelque chose. Ouais, parce qu'il me suis demandé, mais il y en a pas d'autres gens qui t'ont demandé ça, pour voir s'il y avait pas d'autres gens à aller voir, comme ça, il m'a dit, non. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, ça a été la première source de musique traditionnelle. Vous vous souvenez de ce que vous avez entendu alors? Ah oui, j'ai tout enregistré, j'ai tout numérisé. Les premières airs, ça devait être un pas de 4 qui était joué par Roger Guérin. Alors, ils avaient dû organiser une veillée, ça se faisait beaucoup à ce moment-là, les collecteurs faisaient ça, ils rassemblaient les anciens, tous ensemble, et puis comme ça, à plusieurs, ils arrivaient à ressortir des morceaux comme ça. Alors ça devait être une espèce de veillée comme ça, où il y avait des joueurs d'accordéon, des joueurs de violon, et puis ils jouaient un pas de 4 comme ça. C'était merveilleux. C'est vrai? Ah oui.
J'ai enregistré tout ça, et puis c'est comme ça, je me suis mis à apprendre les morceaux, les chansons, surtout. Donc vous chantez aussi? Ouais, un petit peu, oui. Waouh, ok. Donc, les chansons, là, c'est ce qui m'a donné envie de chanter, c'est pareil, en allant en Bretagne, toujours à un festival qui s'appelle les Bordées de Cancale. Et alors il y avait des chants de marins en tout genre, et puis là il y avait un duo de chanteurs. C'était qui? C'était Pascal Servin et Patrick Denain. Et Patrick Denain qui joue dans un groupe qui s'appelle Marie de Paradis. Il y a une manière de vous raconter une chanson, parce que la chanson c'est pas juste un truc comme ça, il vous emmène avec lui dans la chanson, dans l'univers de la chanson, parce que au final les chansons, tout ça, bon, ça peut paraître assez abstrait, mais quand on a tous les connaissances qui gravitent autour, d'un coup, ça devient autre chose. Alors, ça devient, ça reflète autre chose. Il y a tout quelque chose derrière. Et cette chanson-là, c'était dans le mois de septembre, et puis il a chanté avec son petit concertina, et la manière qu'il avait de nous emmener avec lui, ça m'a donné envie. Je me dis, moi, j'ai envie de chanter, quoi. Alors j'essayais au début de chanter leurs chansons à eux, puis après, très tôt, moi, je voulais chanter les chansons de Parisis, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elles racontent, les chansons de Parisis? Bah, il y a un peu de tout. Après, c'est surtout des chansons, on va dire dans les chansons traditionnelles, il y a un fond, on va dire, de chansons qu'on va retrouver dans tout le répertoire francophone, hein, aussi bien aux États-Unis, au Canada, au Québec, que en Normandie ou ailleurs, où on parle français. Bon, et après, il y a des petites chansons populaires, des chansons sur l'air d'eux, des choses comme ça, quoi. Voilà, il y a pas vraiment des choses, on va dire, spécifiques, mais il y a autant de richesse qu'ailleurs. C'est ça qui est important. Est-ce que je peux oser vous demander de me chanter quelque chose là, ou c'est compliqué? Oui, Sentez-vous libre, hein, mais j'adorerais que vous entendre. Vous voulez vous mettre debout, non? Non, comme ça, elle est là. Ok. Il y a une chanson, là, par contre, qui était dans le livre de chansons, le livre de collectage, si vous voulez, je peux même vous en faire une accompagnée au violon, si vous voulez. Oui. J'osais pas, mais oui, j'adorerais. De Paris à La Rochelle, de Paris à La Rochelle, il y a la femme d'un président, grande orgueilleuse. Il y a la femme d'un président, grande orgueilleusement. Elle se mire et elle se coiffe, elle se mire et elle se coiffe, dans un grand miroir d'argent, grande orgueilleuse, dans un grand miroir d'argent, grande orgueilleusement. Elle appelle sa servante, elle appelle sa servante, Marie venez promptement, grande orgueilleuse, Marie venez promptement, grande orgueilleusement. Dites-moi si je suis belle, dites-moi si je suis belle, ou si mon miroir me ment, grande orgueilleuse, ou si mon miroir me ment, grande orgueilleusement. Quand elle s'en va à la messe, quand elle s'en va à la messe, c'est bracelet de 3 sergents, grande orgueilleuse, c'est bracelet de 3 sergents, grande orgueilleusement. L'un tient son livre de messe, l'un tient son livre de messe, et l'autre c'est beau gant blanc, grande orgueilleuse, et l'autre c'est beau gant blanc, grande orgueilleusement. Le troisième tient une baguette, le troisième tient une baguette, pour faire ranger les paysans, grande orgueilleuse, pour faire ranger les paysans, grande orgueilleusement. Rangez-vous, monde frivole, rangez-vous,
monde frivole, que madame entre en son banc, grande orgueilleuse, que madame entre en son banc, grande orgueilleusement. Et vous avez une oreille sacrément musicale pour arriver à reproduire. Vous écoutez une chanson et vous arrivez à la reproduire, en fait. Oui. Bon, après, je pense que, après, il y a beaucoup de musique traditionnelle. Bon, je pense que c'est une habitude à prendre, mais après, il y en a beaucoup qui le font aussi, hein, Parce qu'il y a un rythme qui revient régulièrement, il y a des choses qui se ressemblent. Vous c'est ça que vous dites, ou? Je pense qu'il y a des, après, suivant les morceaux, souvent, c'est des morceaux quand même assez courts. Ouais. Donc bon, c'est des morceaux qui sont pas non plus, qui sont pas avec énormément de notes non plus. Donc bon, c'est de la musique populaire d'ailleurs, hein, voilà. Oui, c'est fait pour être entraînant et que les gens chantent voilà, avec vous, c'est ça. C'est ça. Donc je pense que ça se transmet, d'ailleurs c'est comme ça que ça se transmet de génération en génération, purement d'oreille. Donc d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans cette musique? Dans le fait de la jouer, parce que c'est ça qui est intéressant pour vous, je pense. Ben moi, ce que j'aime bien, c'est que on va dire, pour moi, c'est une sorte d'outil, on va dire, qui permet d'unir à la fois des gens, des générations et un territoire. Ça met tout ça en connexion. C'est que, d'accord, parce que bon, en soi, si on prend juste la musique, alors c'est sûr, il y a des gens mélomanes qui vont se dire, ah, j'aime bien parce que ça ressemble à ça, ou quoi. Mais, je trouve, moi, par exemple, j'ai eu des bons retours parce que moi j'aime bien présenter, de dire d'où venaient les morceaux, tout ça, et les gens dire, ah bah tiens, c'est telle commune, j'ai connu telle personne dont vous parlez, ou ah bah c'est telle commune. Donc les gens font le lien entre la musique et l'endroit d'où venaient les musiciens. Ouais. Puis ça unit les générations, parce que après les gens parlent, se le transmettent. Non, c'est ça que je trouve assez magique, quoi, dans cette musique-là. Elle raconte des histoires, en fait. Bah, c'est ça, c'est vraiment la musique des gens, la musique du peuple, quoi. Ok. Justement, qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau sur ce que vous jouez? Ou ce que vous chantez? Non, après, oui, les gens sont contents, souvent, mais c'est vrai que les meilleurs retours, c'est quand des fois, vous avez un ancien qui vous dit, j'ai connu Roger Guérin, j'ai connu machin, je peux même vous dire ça, voilà, moi, c'est surtout au début, parce que quand je commençais à jouer des airs comme ça, j'avais l'impression que ça existait plus, en fait. Enfin, mes parents m'en avaient jamais parlé du quadrille, m'avaient jamais parlé de tout ça. Et de voir que, en fait, si, encore pas mal de gens qui savent danser le quadrille, des gens qui sont pas si vieux que ça. Et puis, de se dire que ces musiciens-là, les violonneux, par exemple, les grands violonneux du Perche, comme Roger Guérin ou André Deshaye, quand on en parle aux gens de ces coins-là, des gens qui étaient plus de côté de Saint-Marc-de-Reynaud, Mortagne, par là, quand on en parle, c'est encore dans les mémoires. Donc on a quelque chose, une matière c'est encore vivant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, quoi. Me dire que c'est pas quelque chose d'abstrait pour les gens, non, ça existe encore. Vous vous rendez compte quand même de ce que vous faites en allant chercher tout ça, en allant sortir de leur boîte des cassettes avec des vieilles chansons, c'est hyper précieux ce que vous faites là, vous réalisez ça? Je sais pas, moi ça me paraît non, moi j'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors? Nous à la base, là, comme on dit, là, on est en train de mettre quelque chose en place, donc on aimerait bien, on va pas voir, mais s'il pouvait y avoir si ça pouvait continuer et peut-être éventuellement intéresser d'autres gens qui voudraient se joindre à nous, voir s'il y aurait pas moyen d'évoluer vers un petit festival qui serait comme ça pendant un week-end. D'accord. Voilà, voir s'il y a pas aussi moyen de faire des choses avec, par exemple avec les écoles, avec ces choses-là, quoi, voir si ça peut pas intéresser du monde. Voilà, ça serait intéressant, quoi, d'avoir un petit vivier de musique trad autour de la bosse jouée. Ok. Voilà. On lance le message. On verra bien. Voilà. Merci Julien. Grand plaisir. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Si vous aimez Perchissime, parlez-en à tous vos voisins et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.